Chers amis de Radio Espérance, bonjour. Nous l'avons vu dans les précédentes émissions, et nous le constatons tous, la France subit une grave crise. Ce n'est certes ni la première, ni la dernière, mais ce qui est peut-être inédit, c'est son aspect multiforme. Crise économique, particulièrement par l'endettement du pays, crise sociale, par l'aggravation de la grande pauvreté, la remontée du chômage, crise morale, avec la remise en cause des valeurs qui structurent l'Occident chrétien, et l'appartenance à notre pays, mais aussi crise politique qui met gravement en cause la capacité du monde politique à faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Or, non seulement la lisibilité et l'efficacité des actions sont en cause, mais c'est surtout le sentiment que les politiques ne sont pas au service des Français qui gagnent du terrain. L'idée que les élus font passer leur carrière, leur idéologie ou leurs intérêts de parti avant le bien de leurs électeurs semble de plus en plus partagée. Les crises, comme celle des Gilets jaunes, celle des agriculteurs, les réactions aux dernières élections ont fait remonter une revendication très partagée, la demande d'être écouté, entendu et respecté. Face à l'échec des idéologies, de l'ultralibéralisme ou des idéologies socialistes, la politique a de plus en plus de mal à convaincre et surtout à faire rêver, ou au moins à du mal à permettre d'espérer. Les événements de ces derniers mois, avec tous les rebondissements, les manœuvres, les chahuts à l'Assemblée nationale, les communications médiatiques, tout à fait affligeantes, ont rendu plus brûlante cette question. La politique, dans son état actuel, veut-elle et peut-elle apporter de vraies réponses aux besoins du pays ? Les politiques cherchent-ils le bien de ceux qu'ils servent ou leur propre bien, c'est-à-dire leur carrière, leur ego, leur honneur, etc. Les études d'opinion montrent à quel point de plus en plus de Français répondent négativement à ces questions. Cela peut conduire d'ailleurs les électeurs à vouloir balayer tout ça par un choix très radical et à se définir sur des critères, en fin de compte, peu rationnels, affectifs, etc. Or, une chose me frappe, et il me paraît tout à fait important de le partager. L'enseignement social de l'Église apporte une direction de réponse d'une extraordinaire pertinence au travers d'un principe finalement peu connu, le principe du bien commun. C'est un des trésors que donne l'Église au travers de sa doctrine sociale. Et nous devons le connaître, le faire connaître, parce que notre époque en a besoin. Sa recherche suppose qu'on ne priorise plus sa carrière, son parti, son idéologie, ou son impact sur les réseaux sociaux, si on est élu ou candidat, mais que l'on cherche ce qui est le mieux pour ceux qu'on représente et la collectivité. Si les électeurs perçoivent que la politique conduite va dans ce sens, cela peut les réconcilier avec ceux qui les représentent. Il s'agit là donc d'une piste de solution à la crise, c'est-à-dire chercher le bien commun. Mais alors, qu'est-ce que le bien commun ? Ce terme est souvent employé comme le contraire de la propriété privée, le bien qui appartient à tout le monde. Et c'est ainsi que le définissaient certaines formes de socialisme. Mais ce n'est pas le sens que lui donne la doctrine sociale de l'Église. Cela peut qualifier aussi l'appartenance commune d'un bien
et la responsabilité commune par rapport à ce bien. C'est le cas, par exemple, de la création. Le pape François, dans Laudato Si, emploie plutôt d'ailleurs le terme maison commune pour désigner la création. Concernant la politique, c'est plutôt un autre sens qui est donné au terme de bien commun. Alors, sa définition est déjà évoquée par saint Paul lorsqu'il parle de l'Esprit Saint et lorsqu'il nous dit que l'Esprit est donné en vue du bien commun, en vue du bien de tous, suivant les traductions. Le pape Léon XIII introduit aussi cette notion de bien commun, mais c'est surtout le texte issu des travaux de Vatican II, Gaudium Spes, repris dans le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 1906 qui nous donne la définition qui est actuellement la plus partagée. Je la cite. Par bien commun, il faut entendre l'ensemble des conditions sociales qui permettent, tant au groupe qu'à chacun de leurs membres, d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Cette définition est pour moi très très importante et elle dit d'abord l'ensemble des conditions sociales. Or, c'est le sens de la politique de créer les conditions ou d'agir sur les conditions par des mesures, des engagements, des arbitrages de différentes natures, que ce soit de nature réglementaire, financière. Ensuite, tant qu'au groupe qu'à chacun de leurs membres. C'est une dimension pour moi qui est très importante parce que d'un côté, ce bien s'applique à la communauté, à la collectivité, et particulièrement, bien sûr, la collectivité sur laquelle on exerce des responsabilités, en l'occurrence politiques, et en même temps, le souci s'exerce sur deux dimensions, sur chaque personne aussi dans cette communauté, et particulièrement sur les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables. C'est-à-dire qu'on ne sacrifie pas les plus vulnérables pour la communauté, ni inversement la communauté pour les plus vulnérables. On essaye de travailler sur les deux dimensions, et ça, c'est extrêmement important. Dans les mouvements sociaux qui traversent le pays, le reproche de certaines catégories au monde politique est de ne pas les respecter, d'ignorer leurs problèmes, et cela illustre l'importance de ce souci de ne sacrifier personne, et surtout pas les plus faibles, les plus fragiles. Autre aspect de la définition, d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Là aussi, on a un aspect très important, car non seulement cela écarte tout ce qui peut dégrader la personne, mais cela fixe un objectif de faire grandir les personnes dont on est responsable vers la perfection par les choix que l'on fait. Un homme politique qui a profondément ce souci, n'est-il pas susceptible d'être perçu plus positivement ? Lorsqu'on évoque des problèmes sociaux comme la délinquance, la drogue, la baisse de niveau scolaire, peut-on avancer sur des solutions efficaces et durables sans s'intéresser aux personnes et créer les conditions qu'elles s'améliorent dans les différents aspects de leur vie, ne serait-ce par exemple que la prise en compte de la famille, de l'éducation, etc. De cette définition, il ressort qu'il faut vouloir le bien, c'est-à-dire choisir plutôt que sa carrière, les honneurs, l'impact médiatique, de choisir le bien. Un des effets immédiats serait déjà de changer la façon de faire de la politique et donc l'image perçue pour beaucoup d'hommes engagés dans ce monde politique. Nous voyons donc que la doctrine sociale de l'Église donne une forte direction. Elle dit le pourquoi
en 2 mots pourquoi, mais le comment, c'est à chacun de le construire, donc de le discerner. À ce stade se pose donc une question essentielle, celle de la définition du bien et de sa traduction dans les choix politiques. Mais pour le rechercher, il faut d'abord admettre qu'il existe, et qu'il existe bien au-delà de notre seule définition personnelle. Bien sûr, si on nie l'existence du bien, si on tombe dans le relativisme, le wokisme, on efface d'entrée toute lisibilité à un choix politique. Certes, toute personne est naturellement attirée par le bien, ce que l'Église d'ailleurs appelle la morale naturelle. C'est ce qui permet à l'homme d'ailleurs de vivre en société, même s'il ne croit pas, s'il ne se réfère pas à Dieu. C'est la liberté que Dieu a voulu par amour pour l'homme. Un responsable politique peut donc chercher le bien sans appartenir à une religion. Des personnalités, parfois anticléricales, portent par exemple des projets de loi favorables à plus de justice sociale. Ça, j'ai pu à plusieurs reprises le constater dans mes responsabilités. Mais nous sommes dans un monde marqué par le péché originel, et le bien recherché peut être perverti par la force du mal. Par exemple, la compassion pour la personne souffrante peut conduire au choix de tuer la personne par l'euthanasie. Un bien mal discerné peut se retourner contre ceux que l'on veut servir. Par exemple, la lutte des classes promue par les communistes avec la prise de pouvoir de ceux qui étaient censés représenter la classe ouvrière a conduit à un système dont les terribles effets pervers n'ont pas encore été tous évalués. Donc, le bien doit d'abord se construire sur des valeurs. Or, l'Église nous en fournit d'extraordinaires au travers de sa doctrine sociale. Les principes comme la dignité de la personne humaine, la priorité aux plus pauvres, l'usage juste de la propriété, la participation de toute personne à la communauté, tout cela donne une direction pour définir le bien. Ces principes, même s'ils sont construits sur une lecture chrétienne de la création, peuvent être reconnus et partagés par des non-chrétiens. Les responsables politiques sont donc invités à définir leurs orientations en s'appuyant sur ces valeurs. Mais pas d'angélisme non plus. Le bien peut passer par des sacrifices. Il peut donner lieu à des approches contradictoires qui ont leur légitimité et qui nécessitent un arbitrage, entre autres par un discernement des moyens. Mais ce discernement se fait en regard de valeurs. Cette approche ouvre également la possibilité d'une construction des projets de façon plus collective, avec une place pour l'écoute, la négociation, le débat, en respectant bien sûr les gens qui ne sont pas forcément dans les mêmes choix que nous et dans la même approche que nous. Bien des choses s'opposent bien sûr à la recherche du bien commun. La première que j'ai pu constater, c'est l'orgueil, la tentation de faire des choix en fonction, par exemple, de sa carrière politique, de sa certitude d'avoir raison contre les autres. Mais attention, de ne pas mettre sur le même plan la volonté de réussir, c'est-à-dire une forme d'orgueil pour réussir et qui est nécessaire pour prendre des responsabilités, et la vanité, voire la mégalomanie. L'ambition est bonne quand elle s'exerce pour le bien du pays et de ceux dont on a la responsabilité. Autre obstacle, la médiatisation de tout ce qui touche à la politique,
conduit souvent à privilégier la com, qui a un impact positif sur les sondages, et à privilégier cela, bien sûr, au travail de fond. De plus, la surmédiatisation peut flatter l'ego de certaines personnalités et encourager un genre de vedettariat que beaucoup de Français n'acceptent pas. Autre obstacle, la discipline de parti. Elle est certes utile pour la prévisibilité des résultats d'un vote, par exemple. Et donc, cette discipline impose parfois un vote sous peine d'exclusion du parti. Or, cela peut signifier de perdre son mandat et donc parfois le chômage ou le retour à une activité professionnelle beaucoup moins intéressante, moins valorisante. Un début de solution est bien sûr de s'investir dans les débats internes au parti pour que celui-ci prenne des positions qu'on peut soutenir et voter. Mais on ne maîtrise pas toujours tout et cela peut conduire à des situations extrêmement difficiles de prise de position qui peuvent nous mettre en situation très difficile avec le parti. Certains, à ce propos, parlent même parfois de martyrs modernes. On peut également citer dans les obstacles ce que le pape Jean-Paul II appelait les structures de péché qui font qu'on se trouve parfois face à des dilemmes. Choisir entre le bien et un mal qui peut paraître nécessaire. Je pense par exemple aux pratiques de partis pour leur financement et qui doivent choisir entre une approche plus ou moins large sur le plan moral et le risque de disparition faute de moyens. On peut aussi se trouver partagé entre la vérité, la dire publiquement, avec des risques très importants qu'elle peut représenter, et parfois se taire et être donc quelque part dans un mensonge par omission. Ces situations-là peuvent être assez courantes dans la communication médiatique d'élus. Autre obstacle, l'individualisme croissant qui rend bien sûr beaucoup plus difficile la recherche collective de solutions aux problèmes. L'idéologie va aussi souvent faire passer les idées avant les réalités. On a vu comment le communisme, qui dans sa conception prétendait faire le bonheur du peuple, a conduit à un système totalitaire épouvantable. D'un autre côté, le libéralisme sans régulation montre ses limites. On voit dans la plupart des pays riches augmenter l'extrême richesse, mais dans le même temps et dans des proportions parfois plus importantes, l'extrême pauvreté. Le ruissellement est donc une idéologie qui ne fonctionne pas, par exemple. L'échec des idéologies qui pouvaient créer une espérance, donner de la lisibilité aux choix politiques, se retourne maintenant contre la politique. La montée du wokisme et la cancel culture, qui vise à détruire tous les repères du vivre ensemble et les valeurs sur lesquelles se construit un projet pour l'homme, aggrave encore cette situation. Autre obstacle, les demandes contradictoires des électeurs, qui demandent de plus en plus à l'État d'intervenir tout en n'acceptant pas les conséquences sur les impôts ou leur liberté. Un autre obstacle de taille, quand on a identifié le bien vers lequel on veut aller, c'est de définir comment le mettre en œuvre et d'évaluer les effets pervers possibles de décision. Par exemple, une politique extrême d'arrêt de l'immigration conduirait à refuser l'entrée en France de personnes menacées par un génocide, par la famine ou des chrétiens martyrisés. De même, autre exemple, une loi pour protéger les plus pauvres de l'exclusion
du logement locatif, et donc pour éviter à des familles de se retrouver à vivre dans la rue, peut conduire à une forte baisse de l'investissement locatif, et donc une plus grande pénurie de logements. C'est une des difficultés auxquelles se heurtent les uns après les autres les ministres du logement. Il ne suffit donc pas que l'objectif soit bon pour que la politique soit bonne. Il faut aussi qu'il soit perçu comme tel, c'est-à-dire partagé pour que les choix soient lisibles, acceptables et avec des effets collatéraux qui ne soient pas contre-productifs. La recherche du bien commun impose donc de s'interroger sur les effets par rapport à la communauté dont on est responsable, mais aussi sur chaque personne de cette communauté. Or, le bien d'une partie de cette communauté peut conduire à défavoriser d'autres parties. On le voit par exemple avec une politique très favorable à l'entreprise qui peut conduire à des baisses de salaire, par exemple, ou inversement, des coûts salariaux qui sont préjudiciables pour l'entreprise. Chercher le bien, c'est donc chercher les dispositions qui vont dans le sens du bien que l'on veut, mais avec le moins d'effets pervers possible. Or, il est difficile de les mesurer. Et dans la culture française, c'est une difficulté supplémentaire. La certitude qu'affichent certains politiques que leur loi est parfaite, ou presque, avec un manque d'humilité évident, ne facilite pas la confiance dans leur volonté de vraiment faire le bien. Ce que je viens d'exposer ne prétend évidemment pas faire l'inventaire de tous les obstacles à la recherche du bien commun. Les difficultés sont importantes et peuvent nous tenter de baisser les bras. Rappelons tout d'abord que notre monde n'est pas parfait du fait du péché originel et bien sûr des péchés de chacun de nous. Si nous rêvons d'aboutir à un monde politique parfait, c'est le découragement assuré et nous avons perdu d'avance. Cela est également vrai pour l'action politique. Alors comment avancer dans ce sens ? Ça n'est pas un hasard si saint Paul et ses successeurs nous appellent avec insistance à prier pour le monde politique. Et j'insiste beaucoup là-dessus, ça n'est pas un hasard si la mention du bien commun dans saint Paul, dans les Corinthiens, dans 1 Corinthiens 12, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. Il est bien dit qu'il est donné à chacun. Le discernement du bien est donc d'abord un fruit de l'esprit qui est accessible à tous ceux qui acceptent de l'écouter. C'est la raison pour laquelle il est essentiel que des chrétiens s'engagent en politique, même s'il est difficile de surmonter les obstacles que nous venons d'évoquer. Mais ces chrétiens doivent rester fidèles à leur recherche du bien commun. Or, cette fidélité sera bien plus réelle si l'engagement reste ancré dans la charité et surtout porté dans la prière. Il est très important également que les personnes engagées soient soutenues par la prière des autres, par la prière des chrétiens. Lorsque saint Paul dit que l'esprit est donné à chacun, même les non-chrétiens peuvent le recevoir, me semble-t-il, dans la recherche du bien commun. Alors, en conclusion, je dirais que ce que les électeurs attendent réellement, c'est de se sentir plus aimés et respectés. Le lien que fait saint Paul entre l'Esprit Saint et le bien commun, c'est l'amour. En effet, pour chercher le bien des personnes dont on est responsable, il faut les aimer. Bien sûr, il ne faut pas non plus tomber dans la haine de ceux qui ne pensent pas comme nous et qui peuvent aussi chercher le bien par d'autres voies. Pour aimer, nous avons besoin du soutien de l'Esprit Saint
et donc de la prière. Ce n'est pas un hasard si dans toutes les apparitions, particulièrement celles qui concernent l'avenir de la France, pour ne citer que Pontmain ou l'île Bouchard, Marie a insisté de façon très forte sur la nécessité de la prière et de la prière pour la France. De cette prière peut sortir une espérance. Poursuivre le bien commun, même s'il peut être difficile à trouver et nécessiter des sacrifices, c'est s'inscrire dans l'espérance que les choses peuvent aller mieux. Servir le bien commun, c'est faire une politique qui laisse place donc à l'espérance d'un monde meilleur, et l'urgence pour le monde politique n'est donc pas de prioriser les manœuvres ou la communication, mais d'écouter le pays, de chercher quel bien peut répondre à ses attentes et permettre aux plus fragiles de grandir, donc de servir le bien commun. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt sur les ondes de Radio Espérance.